Il y a des gens qui parlent peu, pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce que quelque chose en eux a appris que les mots coûtent quelque chose et qu'on ne les dépense pas n'importe où. De l'extérieur, ce silence ressemble à de l'absence, à du retrait, parfois à de la froideur. Mais de l'intérieur, il ressemble à quelque chose d'entièrement différent, à une façon d'habiter une pièce sans avoir besoin de la remplir. Il y a un moment précis dans la vie de la plupart de ces personnes. Une réunion, un dîner de famille, une soirée où tout le monde parle fort et vite. Et elles sont là, présentes, qui observent. Pas parce qu'elles n'ont pas d'opinion, parce qu'elles ont déjà calculé quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Est-ce que ce que j'ai à dire va changer quelque chose ici? Est-ce que ça mérite l'énergie? Et le plus souvent, la réponse est non. Alors elles gardent, pas par lâcheté, par lucidité. Jérôme Kagan a passé des décennies à étudier ce qui commence avant les premiers mots. Il a suivi des nourrissons qu'il appelait high reactive, dont le système nerveux réagissait plus intensément à chaque nouveau stimulus. Ces bébés traitaient chaque information avec une intensité que les autres n'avaient déjà pas. Et quand Kagan les a suivis jusqu'à l'âge adulte, une grande partie étaient devenues des personnes plus silencieuses. Pas par choix conscient, parce que leur système nerveux traitait le monde à une résolution plus haute. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que pour certaines personnes, une pièce ordinaire n'est pas ordinaire. Le bruit de fond qu'elles entendent est plus riche. Les dynamiques sociales qu'elles perçoivent sont plus nombreuses. Et parler dans ce contexte-là, ça coûte plus. Pas parce qu'elles ne savent pas quoi dire, parce qu'elles gèrent déjà une quantité d'informations que les autres n'ont pas encore perçues. Il y a un effort invisible dans chaque conversation que personne ne voit. Rester silencieuse, c'est souvent la façon la plus efficace de continuer à fonctionner. Il y a une chose que ces personnes font constamment et que personne ne voit. Elles gèrent l'écart entre ce qu'elles perçoivent et ce qui mérite d'être dit. C'est un travail silencieux, invisible. L'épuisement de quelqu'un qui traite trop, qui filtre en permanence, qui tient une conversation dans sa tête pendant qu'il en suit une autre à voix haute, et qui rentre chez lui avec l'impression d'avoir couru un marathon dans une pièce où personne n'a bougé. Imagine un sommelier dans un grand restaurant parisien. Pendant que les convives bavardent, lui travaille, il observe, il sent, il écoute la façon dont quelqu'un parle de ce qu'il boit, et il ne parle que quand il a quelque chose de précis à dire. Ce n'est pas de la discrétion professionnelle, c'est que sa façon d'être dans la pièce est différente. Il est là, pleinement présent, mais dans un registre que les autres n'occupent pas. Les gens qui parlent peu fonctionnent souvent comme ça, présents à une fréquence que l'ambiance générale ne capte pas, et souvent plus attentifs que quiconque dans la pièce. Il y a aussi quelque chose qui se construit avec le temps. Personne ne naît silencieux par décision, mais beaucoup de gens le deviennent après assez d'expériences précises, une idée partagée qu'on n'a pas prise au sérieux, une émotion exprimée qu'on a balayée. Ces moments-là, s'ils se répètent, enseignent quelque chose. Pas toujours consciemment, pas avec des mots ni des décisions claires, mais quelque chose apprend, que certains espaces ne méritent pas les mots, que certaines personnes ne savent pas recevoir ce qu'on leur donne. Et peu à peu, on ajuste. Ce qu'on lit rarement dans leur silence, c'est la quantité de choses qu'elles ont décidé de ne pas dire. Pas parce qu'elles ne les pensaient pas, parce que l'atterrissage ne valait pas le vol. C'est une forme de générosité que personne ne reconnaît comme telle. Garder pour ne pas blesser, pour ne pas alourdir, ça ressemble à du silence de l'extérieur. Et le silence se fait mal lire. Les réunions révèlent ça mieux que n'importe quel autre contexte. Quelqu'un parle depuis 10 minutes de quelque chose qui aurait pu tenir en 2 emails. La personne silencieuse au fond de la salle a identifié la vraie décision à prendre dans les 40 premières secondes. Elle la tient, elle attend, et elle regarde les autres tourner autour pendant encore 20 minutes. Elle ne dit rien, pas parce qu'elle est passive, pas parce qu'elle n'a pas d'opinion, parce qu'elle a appris que la salle n'est pas encore prête à entendre, et que forcer ce moment ne servirait à rien. La réponse parfaite arrive en temps réel, claire, précise, drôle, et on l'abandonne parce que le moment est passé, parce que quelqu'un d'autre a déjà dit la chose évidente et obtenu le rire. La personne silencieuse reste avec cette pensée qui n'est jamais sortie. Parfois, elle l'envoie à une seule personne plus tard, par message la nuit, quand la soirée est finie, qui la trouve la plus drôle qu'elle connaisse. Mais personne dans la pièce ne le saura jamais. C'est une solitude particulière, être vivant d'une façon qui reste invisible. Ce que la plupart des gens ratent quand ils regardent quelqu'un de silencieux, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Ces personnes ne sont pas absentes, elles ne s'ennuient pas, elles sont souvent les plus présentes de la pièce. Elles ont noté ce que tu as dit il y a 20 minutes, qui contredit ce que tu viens de dire. Elles ont capté le moment où tu es passé rapidement sur quelque chose. Cette attention-là, elle ne se voit pas. On confond l'absence de parole avec l'absence de pensée. Dans certains milieux, les dîners bourgeois parisiens, les repas de famille en province,
Le silence est perçu comme un vide à combler, une question, une anecdote, n'importe quoi. Et ces personnes-là ne ressentent pas ça. Le silence pour elles n'est pas inconfortable. Il est même souvent préférable à une conversation qui ne mène nulle part. Elles ne mesurent pas la qualité d'un échange au volume de mots échangés. Elles le mesurent à ce qu'il reste après. Il y a quelque chose dans la façon dont ces personnes mesurent une conversation, pas à ce qui a été dit, à ce qui a changé quelque chose, à ce qui était encore là le lendemain matin. Une conversation de 20 minutes qui touche quelque chose de vrai vaut infiniment plus que 2 heures de bruit social. C'est pour ça qu'elles paraissent distantes dans les grandes tablées et complètement présentes dans un échange à deux sur quelque chose qui compte vraiment. Ces personnes ont souvent un monde intérieur très riche, des pensées précises, des observations fines, des émotions qui durent plus longtemps que ce qu'elles laissent paraître. Et partager ça demande une confiance qu'elles n'accordent pas facilement, parce qu'elles ont compris que tout le monde n'est pas équipé pour recevoir ce qu'elles ont à donner. Et qu'offrir quelque chose de précieux à quelqu'un qui ne sait pas le tenir est une façon de le perdre 2 fois. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une économie émotionnelle très précise. Elles investissent là où quelque chose peut leur répondre à la hauteur et elles conservent le reste. Et puis, il y a ce moment, rare mais réel, où quelqu'un croise une de ces personnes dans le bon contexte, où quelque chose dans la conversation ouvre une porte. Et ce qui sort alors surprend toujours, parce que ça a attendu si longtemps que ça a eu le temps d'être parfaitement formé. Quand une personne qui parle peu choisit de dire quelque chose, ce n'est pas impulsif, ce n'est pas pour remplir le silence, c'est parce qu'elle a traversé un seuil intérieur, parce que quelque chose a atteint le niveau qui justifie d'être dit. Et ce seuil est plus haut que celui de la plupart des gens. C'est pour ça que leurs mots portent différemment. Ceux qui les fréquentent le remarquent sans pouvoir toujours l'expliquer. C'est parce que ces mots ont été habités avant d'être prononcés. Ils savent exactement ce qu'ils veulent dire avant de les dire. On les reconnaît dans une pièce sans qu'elles aient dit un mot. Une qualité d'attention, comme quelqu'un qui regarde une pièce depuis le fond de la salle et qui voit des choses que ceux du premier rang ne voient pas. Et quand elle parle, on le sent, pas parce qu'elle parle fort, parce que les mots arrivent au bon moment, sans chercher à prendre plus de place que ce qu'ils méritent. Dans la tradition des salons littéraires du XVIIIe siècle, le silence était une forme de participation à part entière. Celui qui n'intervenait pas n'était pas absent. Il observait, il pesait, il attendait le moment juste. La parole rare avait plus de poids que la parole constante. Le silence était une posture intellectuelle. Pas un vide. Cette idée s'est perdue quelque part dans la vitesse moderne, dans l'obligation de réagir, de commenter, de remplir. Mais elle décrit quelque chose de très réel chez ces personnes. Leur silence n'est pas un manque. C'est une façon d'être dans l'échange qui a ses propres règles. Ce qui complique les choses, c'est que le silence est mal lu de l'extérieur. On lui attribue des significations qu'il n'a pas. Timidité, arrogance, indifférence, mal à l'aise. Alors que la réalité est souvent beaucoup plus simple. Cette personne est là, elle traite. Elle attend simplement que quelque chose mérite qu'on y réponde. Et parce qu'elle n'explique pas leur silence, les gens comblent avec des suppositions. Ces suppositions sont presque toujours fausses. Elles le savent. Et elles laissent faire. Se rapprocher d'une personne qui parle peu demande une patience que peu de gens ont naturellement. Elles sentent qu'on essaie de les comprendre par les mots. Et elles regardent l'écart entre ce que l'autre perçoit et ce qui est vraiment là. Elles voudraient réduire cet écart, mais partager leur intérieur sans que ça paraisse trop vite est un calcul qu'elles refont à chaque fois, et parfois à chaque phrase. Ceux qui passent la première couche, elles les comptent sur les doigts d'une main, et elles les tiennent avec quelque chose qui ressemble davantage à du soulagement qu'à de la loyauté. Il y a quelque chose que ces personnes vivent souvent seules. Pas la solitude au sens d'un manque de compagnie. La solitude de quelqu'un dont l'expérience intérieure n'a pas de traduction directe vers l'extérieur. Les émotions ne sortent pas facilement. Elles se dissolvent lentement, comme du sédiment qui se dépose au fond. Et les gens autour d'elles n'ont souvent aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Pas parce qu'elles cachent délibérément, mais parce que l'expérience intérieure ne se traduit pas toujours en langage, et qu'elles ont arrêté depuis longtemps d'essayer de la forcer dans des mots qui ne lui rendraient pas justice. L'écart entre ce qu'elles ressentent et ce qu'elles peuvent en dire, pas par manque de mots, parce que les mots disponibles sont souvent trop petits pour ce qu'il y a à traduire. Alors elles gardent, et les gens pensent que rien ne se passe, alors que quelque chose se passe en permanence dans un registre que la conversation ordinaire ne capte pas. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas non plus exactement de l'introversion au sens où on l'entend habituellement. C'est une relation différente avec le langage lui-même, une relation où les mots ont un poids réel, où dire quelque chose d'imprécis est physiquement inconfortable.
Pourquoi dire quelque chose juste pour le dire? Cette question leur semble évidente. À quelqu'un d'autre, elle sonne comme quelque chose venu d'une autre planète. Ce sont deux façons différentes de traverser la réalité sociale. Et on a décidé, sans vraiment en discuter, que l'une était la norme. Beaucoup de gens qui parlent peu finissent par trouver d'autres façons de dire. L'écriture, la musique, un travail qui permet l'expression précise. Ils ne sont pas moins expressifs. Ils cherchent le bon canal. Et parfois, ils en trouvent un espace où les mots ont le poids qu'ils méritent, où personne ne remplit le silence avant qu'ils aient fini de le traverser. Si tu te reconnais dans tout ça, ou si tu reconnais quelqu'un que tu connais, il y a quelque chose qui vaut la peine d'être nommé. Ces personnes ne sont pas en train d'attendre de devenir plus bavardes. Elles ne sont pas un projet à corriger. Elles sont souvent entièrement là, dans un registre que l'ambiance générale ne capte pas. Et la prochaine fois que tu seras dans une pièce avec quelqu'un qui ne dit pas grand-chose, peut-être que tu pourrais rester dans le silence un moment, juste pour voir ce que ça fait. Elles remarqueront. Elles remarquent toujours. Cette chaîne existe parce que quelqu'un qui parle peu a décidé que certaines choses méritaient quand même d'être dites. Pas à voix haute, pas dans une pièce pleine de gens qui parlent fort. Ici, dans ce format, avec ces mots choisis. C'est peut-être ça aussi, une façon de parler peu et de choisir avec soin à qui et comment et pourquoi. Si cette vidéo t'a parlé, tu trouveras d'autres analyses ici et des articles sur psychologie-decrypté.com.